Bienvenue à Majorque. On m'a confié une mission pour cette émission, vous faire découvrir l'univers culinaire de cette île magnifique. Le fil rouge, Adam Brunet, notre cuisinier qui va nous cuisiner une recette. À côté de ça, on visitera les salines d'Estrenc et une oliveraie, Casa Limbella. Un beau programme qui nous attend. On sera aux côtés de François et Mélissa de chez Bouchard Voyage. On en profite de remercier pour cette belle expérience. On rejoint le chef tout de suite. Adam Brunet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef privé en Europe. Vous êtes là aujourd'hui pour nous faire découvrir la gastronomie majorquine. Expliquez-nous, chef privé en Europe, ça veut dire qu'on vous appelle, vous venez chez nous pour cuisiner ? Exactement. Alors je me déplace dans les chalets et dans les villas en Europe. Donc je vais en France, je vais en Espagne, en Portugal, Italie, je vais partout en Europe. Voilà, on m'appelle et je viens, je cuisine à demeure pendant des séjours pour mes clients. Qu'est-ce que vous cuisinez? Vous êtes plutôt matin, midi, soir ou est-ce que vous faites simplement le repas du soir? Ça dépend. Exactement. Alors mes clients ont souvent des demandes plus ou moins spécifiques. Quand on va au ski, ils veulent faire le petit déjeuner, le dîner. Et quand on est à la mer, ils préfèrent plutôt avoir le dîner pour profiter pleinement de leur journée à la mer. Votre histoire par rapport à la gastronomie, votre amour pour la cuisine, comment est-ce qu'elle est arrivée? Alors elle a commencé bercée dans mon enfance par le biais de ma mère qui est originaire du Périgord. Voilà, donc j'ai grandi dans une ferme dans laquelle on a cuisiné tous des bons produits. Voilà, on élevait des poules, on élevait des lapins, on faisait des fromages parce que mes parents étaient fromagers. Donc ça a commencé par là et j'ai commencé à cuisiner donc avec eux. J'ai mis la petite branche de thym dans la sauce tomate et ensuite aujourd'hui je suis autour des tables d'Europe. Aujourd'hui vous voyagez, ça veut dire que vous adaptez votre cuisine selon les lieux où vous êtes? Exactement. Alors mes clients soit me demandent de faire de la cuisine française ou de la cuisine locale. Et je me prête à l'exercice et je fais de la cuisine locale, améliorée ou on va dire adaptée avec la touche Adam Brunet. On est à Majorque, ça tombe bien, vous êtes là pour nous présenter la cuisine traditionnelle, la cuisine locale. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors aujourd'hui on va prendre un plat traditionnel de Majorque, c'est une bacalao, donc une morue, voilà, revisitée normalement qui est cuit dans une sauce avec de la tomate, des pommes de terre, pignons de pain, miel et je vais le revisiter à ma manière en le faisant sur une tombée d'épinards avec une sauce vierge, pignons de pain, amandes torréfiées, cerfeuil, huile d'olive et jus de citron. C'est une recette qui est compliquée à réaliser ou ça va? Alors elle est à la portée de tout le monde, ça peut paraître compliqué comme ça mais c'est plutôt simple. On a du pain sur la planche, on va s'équiper, on va rejoindre François et Mélissa qui nous attendent déjà en cuisine. Exactement, c'est parti. Bonjour à vous deux. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Adam, bonjour. Voilà. Mélissa, François, ils sont là pour vous assister aujourd'hui sur la recette du bacalhau à la majorquine. Les ingrédients qui sont là, qu'est-ce qu'on a comme ingrédients? Alors aujourd'hui nous avons du cerfeuil, de l'ail, des épinards, de l'huile d'olive, des pignons de pain, du raisin sec et du citron. Et nous avons aussi un vin blanc liquoreux local. Et le poisson. Et le poisson. Alors pour commencer, on va commencer par équeuter le cerfeuil, donc ça vous allez vous en occuper. Pareil, vous allez éplucher l'ail et enlever le germe. Ensuite nous allons faire torréfier les pignons de pain et équeuter les épinards. Et je te donne le droit d'ouvrir la bouteille de vin blanc. Ça me va. Alors Mélissa, est-ce que tu as déjà équeuté du cerfeuil? Jamais, ma première fois. Alors tu prends ton cerfeuil et tu vois, tu as une branche principale ici. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer les feuilles. Voilà, hop, tu récupères les feuilles et tu jettes la queue dans ce récipient. Les feuilles ici, la queue ici. Je te laisse faire ça? Parfait, je m'en occupe. Merci. Merci. Alors pourquoi on équeute le cerfeuil? Et comme n'importe quelle herbe, c'est pour la partie centrale qui est très dure. Voilà. Et donc quand tu as ça en bouche, ce n'est pas agréable, c'est plein de fibres. Et donc c'est dur à mastiquer. Alors que les herbes, les feuilles, elles se mâchent facilement. Donc c'est pour ça qu'on fait le tri sur nos branches de cerfeuil. Alors François, tu vas éplucher l'ail. Donc
on va éplucher la peau de l'ail et ensuite tu vas enlever le germe. Ouais. Alors pourquoi on enlève le germe? C'est parce que c'est pas digeste. Donc il y a beaucoup de gens qui ne digèrent pas le germe, donc c'est pour ça qu'on l'enlève. Donc tu prends ton couteau et tu vas enlever d'abord le petit derrière de l'ail. Ouais. Hop. Ensuite, tu suis avec le couteau comme ça et tu tires la peau sur l'ail. Hop, si ça veut bien venir. Voilà. Donc là, ton ail est épluché. Tu vas la couper en deux. Ta germe, Ouais. elle va être au centre. Donc là, elle n'est pas très présente, mais normalement, on la voit, elle est bien verte. Là, tu vois, elle est toute petite, elle est toute blanche. Bon, c'est pas grave, on l'enlève quand même. Toi, c'est vraiment pas grand-chose. Et normalement, elle est un peu plus verte. On est tombé sur un ail très frais. Hop, t'enlèves et tu mets dans ce récipient-là. Cool. Les épluchures ici et ça là. Super. À toi de jouer. Je te remercie. On passe au citron et il y a une technique particulière. Exactement. Alors, on va utiliser une microplane. Donc, est-ce que tu connais la microplane? Non, pas du tout. Alors, c'est une microplane, c'est comme une râpe, mais en plus petit. Donc, ça nous permet de récupérer le zeste Ok. sans le zeste. Voilà. Donc, ça permet de récupérer l'écorce jaune, mais pas la partie blanche qui est amère dans le Ok. citron. Donc là, on Voilà. garde vraiment que le potentiel du zeste. On prend que le meilleur. Parfait. Et donc on va prendre notre citron, on va le nettoyer dans un premier temps. Et ce que je vois souvent, c'est les gens utiliser la microplane comme ça. Voilà. Donc on râpe, et même on râpe avec insistance et on obtient en fait la partie blanche du citron qui n'est quand pas même. bonne. Donc la bonne technique, c'est vous prenez votre citron, vous allez tourner en haut sur le premier point, récupérer les écorces et ensuite suivre le citron sur la partie voilà, sur le côté du citron pour finir de le faire. Je te montre et Allez. ensuite ce sera ton tour. Ça marche. Ok. Voilà, Waouh. sur le mouvement doux, tout doucement. Cac, hop, on suit. Et en fait ça permet de récupérer tout le zeste. Parce que si vous râpez comme ça, et ben en fait vous avez qu'une petite partie. Ah Donc ouais. là tu épluches vraiment tout le tour du citron. Donc là tu vas pouvoir reprendre, mais de l'autre côté. Ok, allez. Ça sent super bon en tout cas. Comme ça? Voilà. Faut que tu appuies. Voilà, mets tous tes muscles. Toute ta force. Voilà, là, parfait. Exactement, tu suis comme ça. Voilà, parfait. Ah, c'est magnifique. Le citron a été bien préparé. Place au poisson. Qu'est-ce que c'est que ce poisson? Alors, c'est du bacalao. Mais le bacalao, à la base, pour le conserver, on a pris du cabillaud et on l'a mis à saler. Donc, il se conserve pendant des mois comme ça dans le sel. Et si vous le mangez de suite, il ne sera pas digeste. Il ne sera pas bon à manger. Donc, on le dessale dans l'eau. Et il faut savoir que ce cabillaud a été salé par le sal d'Astral. Justement, nous sommes allés aux salines d'Estrenc et on découvre ça ensemble. Nous voici arrivés au sud de l'île de Majorque, aux salines d'Estrenc, avec notre guide Isaac. Bonjour Isaac. Bonjour. Vous allez nous expliquer l'histoire de ces salines d'Estrenc et nous expliquer plusieurs différences. Oui, surtout on va voir et pourquoi cette différence à celle de table et notre fleur de sel d'Estrenc. Vous avez envie de connaître la différence entre le sel de table et la fleur de sel? C'est parti, venez avec nous. Donc Isaac, la visite des salines débute toujours ici, vers ce panneau. Oui, toujours pour savoir la localisation, qui est au sud de l'île de Majorque, pour savoir que notre saline, ça fait une taille de 156 hectares, mais la chose plus importante, c'est qu'on est dans un parc naturel protégé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression humaine à côté de chez nous, il n'y a pas des hôtels, il n'y a pas de fabriques, rien de tout, qui nous garantit une production exceptionnelle, une qualité de sel exceptionnelle. Et on travaille encore, pareil qu'ils ont fait les Phéniciens et les Romains, avec l'eau de la mer. Waouh. L'eau de la mer, à la Méditerranée, il y a 35 grammes de sel pour litre, mais on a besoin, dans notre saline, 300. Pour monter ça, on va bloquer cette 4 fois, et juste pour l'évaporation, on arrive à la fin à 300 grammes de sel pour litre, parce que ça revient à la cristallisation de chlorure sodium pour cette saturation. Et la saline d'Estrenc existe depuis combien de temps? C'est quoi son histoire? Nous avons une très ancienne tradition à la récolte de sel de temps de Phéniciens au sud de Majorque, mais ces nouveaux salines sont commencées en 1958. Et c'était une famille qui a commencé avec ça? Ce sont 3 familles majorcaines qui ont commencé ces nouveaux bassins
pour avoir une production plus grande à l'île de Majorque. Et combien de sels sont récoltés ici? En fait, dans notre saline, on fait une récolte de 3 sels différents. Pour tous les 3, on va utiliser toujours la même eau. Alors qu'on ne part jamais de qualités différentes, on va parler de concentrations différentes de chlorure de sodium, de minéraux et des oligoéléments. Bon, moi j'ai envie d'aller voir le concret. Vous m'emmenez? On y va. Isaac, vous nous avez amené ici à côté de ce bassin rose magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce bassin? Très joli. Ça, c'est les bassins avec la maximum concentration de sel. Alors, ça revient à cette cristallisation. Mais ces grands bassins de cristallisation sont juste pour sel de table. Ça, on l'a ramassé juste un coupe, on fait la récolte juste un coupe à la fin, avec une machine. On fait une récolte de 10 000 tonnes, mais c'est de sel qu'il y a en plus de chlorure de sodium. Toujours 99,3,4 de chlorure de sodium, alors c'est là de sel qu'il y a moyen de minéraux et des oligoéléments. Et c'est à cause de ça qu'il est rose? Non, le couleur, c'est juste dans l'eau, parce qu'il y a une petite algue qui ça fait une réaction contre cette salinité. Donc ça, c'est l'étape. Tout d'abord, on a ça, et puis ensuite, c'est transformé comme ça? Oui, alors ça c'est la croûte qu'on trouve dans les bassins. À la fin, ça fait 25 cm en fait. Et la machine, ça casse ça. Nous avons des grandes pièces de sel. Ah ouais, ça arrive comme ça. Après ça passe dans les fabriques. On va faire un nettoyage absolument naturel avec de l'eau salée, alors sans additif. À la fin, on trouve sel fin, gros sel, hein, ça dépend du moulin. On cherche la taille de le gras. Ça c'est sel de table. Sel de table. Et pareil, de la même sel, on fait produits industriels. Chez nous, surtout, sont cette pastille, que c'est la même salle presée, qui sont pour les filtres induiseurs de l'eau. Alors qu'à Majorque, l'eau il est très très dure, très calcaire. Et c'est pour ça qu'il y a une grande consommation dans l'île de pastille pour les filtres induiseurs de l'eau. On a eu plein d'infos sur le sel de table. Direction? Fleur de sel. La fleur de sel. On y va. Ah, j'ai l'impression, Isaac, que là, on est arrivé vers la fleur de sel. Oui, la meilleure. Et ça, c'est la fleur de sel. Et on l'a ramassée ici, on la récolte de cette petite bassin de cristallisation. C'est plus petit, hein? Ils sont plus petits parce que lorsqu'on fait la récolte de fleurs de sel, absolument manuel. Il n'y a pas de machine. L'eau, c'est pareil, la même. Et fleur de sel, c'est la première cristallisation, les premiers petits cristaux de sel qu'on trouve. Et on trouve juste à la surface de l'eau. Ça, on la récolte 2 fois par jour de 600 petits bassins. Ah waouh! Et comment est-ce qu'on la récolte? On va voir tout de suite. Ça, c'est l'outil. Ça, c'est l'outil. En fait, ça s'appelle loose. Hein, ça revient de français. Ok. Et c'est avec ça que ramasser notre fleur de sel de la surface. Il faut attendre à juin parce qu'elle a besoin d'un bon météo pour cette cristallisation. Et on fait toujours avec un mur. Hein, doucement parce que c'est un fil très très fin à la surface. Et sinon, ça tombe au fond du bassin. Alors qu'on met juste demi-centimètre dans l'eau, et on va ramasser notre fleur de sel de la surface, comme ça, doucement, doucement, doucement. Et comme ça, on va faire la récolte de 600 bassins 2 fois par jour. Du moment qu'il est tout plein, on la dépose dans cette panier, où est-ce que ça reste 4 heures pour assécher un peu l'excès de l'eau, mais il n'est pas fini encore. Et quand on a tout ramassé, ça fait combien de kilos de sel? Wow. Ça dépend toujours de la météo. Ma fleur de sel, la meilleure récolte qu'on a fait jamais, les dernières années, ça fait 130 tonnes. Ah oui, wow. C'est pas 10 000 comme le sel de table, mais pas mal. Même. Si on pense que c'est un film comme papier, tout à la main, à 3 mois, parce qu'en fait, fleur de sel, c'est juin, juillet, mois d'août, juste ça. Après le panier, on la dépose sur la table pour assécher. Ok. Pour le soleil? Oui, on va faire comme ça, c'est très sain, hein, avec un mur toujours. Avec un mur. Pour casser pas les cristals. Et il est comme la neige, mais habituellement il y a quelque chose, petite chose de panier. Ah oui, on nettoie. Et voilà, on va faire le nettoyage juste à la main pour préserver les cristals les plus naturels possibles. Okay. Okay? Après, pareil manuel, parce que les travaux c'est absolument manuel, à fleur de sel. Ouais. On la met dans cette belle... Ce beau petit pot. Pour vous et pour moi. Allez. Ok, votre sel pour ce soir. Miam, yes. Oui. On remplit. Et le travail est fini. Merci Isaac. Je vous en prie. À la prochaine. Et si vous aussi vous voulez visiter les salines d'Estrenc, on vous donne rendez-vous à Majorque. De notre côté, on a encore du boulot en cuisine, on y retourne. De retour en cuisine, l'heure de cuire le poisson. Il y a une astuce
pour le cuire. Une nouvelle astuce. Alors, Ok, je vous suis. je vais même vous en donner 2 pour le prix d'une. Donc, si vous n'avez pas du papier sulfurisé chez vous, vous cuisez votre poisson donc côté peau. Et quand vous essayez de l'enlever avec votre spatule, qu'est-ce qui se passe? La peau s'arrache. Exactement. Donc, soit vous mettez votre poêle en dehors du feu pendant 1 minute, et la vapeur que va dégager le poisson va lui permettre de décoller la peau, et ensuite vous pourrez l'enlever sans que la peau s'écrase. Ou alors, vous utilisez comme moi un petit bout de papier sulfurisé, vous mettez de l'huile en dessous, de l'huile au-dessus, et vous mettez en cuisson votre poisson, et vous pourrez l'enlever facilement par la suite. C'est parti? C'est parti. Allez. Si votre poêle n'est pas assez chaude, vous l'entendez quand vous posez votre produit dans la poêle. Ça ne crépite pas, il faut attendre. Voilà. Ok, pendant que le poisson cuit, je vous propose, on rejoint François et Mélissa pour découvrir les meilleures adresses culinaires de Majorque. François, si je ne me trompe pas, vous avez une adresse à nous conseiller. J'ai un endroit fétiche qui se trouve sur le port de Sollères. Donc c'est à l'ouest de Majorque. Ça se trouve dans un hôtel qui s'appelle Jules Meira. C'est au sommet de l'hôtel, donc on surplombe Sollères. Et là on a 2 restaurants, soit un japonais sur une magnifique terrasse. C'est plutôt bar lounge très cool. Et en dessous on a un restaurant très typique avec des produits de Majorque et notamment ce fameux poisson en croûte de sel. Là aussi, on est à Borges-Falaise et on voit Sollères depuis en haut. Et si on y va le soir, il y a un magnifique coucher de soleil. Donc c'est un endroit qui est vraiment idyllique pour venir en couple ici. Ça accompagné d'une bonne sangria. Ou d'un bon rouge mallorquin parce qu'ils ont aussi des très bons vins ici. Déjà une adresse qui donne hyper envie. Mélissa, vous aussi, vous avez une adresse à nous présenter. C'est ça, aussi un restaurant qui se trouve dans la zone, la même zone que François. Donc il est situé à Deia. C'est un restaurant qui est autour de l'huile d'olive. Le fil conducteur, vraiment, c'est l'huile d'olive. Il est d'ailleurs situé au cœur de ce village avec une vue panoramique sur les montagnes, sur les oliveraies. Et puis on y mange de la cuisine qui est méditerranéenne, plutôt gourmande et avec uniquement des produits locaux. Donc c'est très intéressant. Et l'été on peut même y manger à la lueur en fait, des bougies. Donc c'est très joli. Incroyable, merci pour ces bonnes adresses. On a du pain sur la planche, on y retourne? Let's go. Let's go. Alors on va continuer avec les raisins secs qu'on va faire gonfler dans le vin blanc liquoreux. Donc je mets les raisins secs dans la casserole. Hop, du vin blanc liquoreux à hauteur. Et on va faire bouillir de façon à ce qu'il gonfle. Alors maintenant on va faire tomber les épinards avec un petit peu d'ail. Donc pour cela je vais mettre de l'huile d'olive dans le fond. On va pas mettre le feu très fort parce que sinon on va décolorer les épinards. Et on va les poser dans le fond de la poêle. Voilà, alors on a l'impression qu'il y a beaucoup de volume, mais ça va réduire à la cuisson. J'ai rajouté du sel et de l'ail. On va utiliser la microplane pour hacher notre ail. Comme ça, on gagne du temps, c'est plus rapide qu'au couteau. Voilà, une pincée de sel et on va laisser cuire ça tranquillement. On va commencer à faire la sauce vierge. Donc pour cela, on va prendre, Mélissa, le cerfeuil que tu as pris et que tu as équeuté. Et je vais le hacher. Hop. Donc on le hache d'abord dans un premier temps dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite, on va prendre notre couteau sur la pointe et on va faire des mouvements de hachage. Avec plusieurs repasses jusqu'à obtenir quelque chose de fin. Voilà. Hop, mon cerfeuil est prêt. On va pouvoir le mettre de côté pour la sauce. Alors on va faire la sauce vierge. Donc on va prendre le cerfeuil qui a été haché, les pignons de pain que l'on a préalablement torréfiés, les zestes de citron jaune, l'ail et l'huile d'olive, la fameuse huile d'olive. Et quel est le secret de la fabrication de cette huile d'olive? Nous sommes allés visiter l'oliveraie de la Casa Limbella.
Nous voilà arrivés dans le fabuleux domaine de Casa Limbella où j'ai retrouvé Loïs. Bonjour Loïs. Bonjour Léa, bienvenue. Ici c'est Casa Limbella. C'est magnifique. Présentez-nous cet endroit. Merci beaucoup. C'est une petite exploitation tout d'abord oléicole dans l'île de Majorca, aux Baléares, que l'on a acquise il y a 9 ans maintenant, et dans lequel nous faisons de l'huile d'olive de très belle qualité, des toutes petites séries sur des parcelles uniques, avec des arbres un petit peu particuliers. Et ces arbres, je vous les montrerai tout à l'heure peut-être. On va les voir, vous nous expliquez le domaine. Le domaine, c'est 5 hectares avec notre maison. C'est un domaine avec des arbres assez jeunes qui nous donnent des huiles très très intenses et qui nous permettent aussi de travailler des variétés un petit peu différentes et travailler tous les produits autour de l'huile d'olive et aussi de l'amande. Je suis très curieuse de découvrir ce monde de l'huile d'olive que je n'ai jamais découvert. Je vous suis, vous montrez où on va. On va aller voir quelques arbres. Allez. Tu vois, là on est au milieu de l'exploitation. Les arbres qui nous entourent, ils ont une vingtaine d'années. C'est une variété qui s'appelle Arbequina. C'est une variété avec des petites olives rondes qui sont vraiment très sympas pour faire de l'huile d'olive, qui se mangent, mais c'est pas forcément ce qui se mange le plus. Donc ces arbres-là, ils vont rentrer maintenant à 20 ans dans la phase de production la plus importante, et sont des arbres, les oliviers, qui vont pouvoir produire jusqu'à plusieurs centaines d'années. D'ailleurs, dans l'île, il y a des arbres qui ont 1000 ans. Oh, wow. Et ces arbres-là continuent de temps en temps à donner quelques olives, une année par-ci, une année par-là. C'est vraiment des vieillards, mais qui continuent à faire leur boulot de produire des olives pour l'huile ou des olives de bouche. Nous, on a acheté ici il y a 9 ans et on est devenu vraiment agriculteur, oléiculteur, avec une sorte de passion absolue pour ces arbres et pour ce produit. Et comme on peut le voir, on est aujourd'hui dans une période où tout pousse. Ce qui est assez sympa parce qu'il y a des fleurs partout, il y a des abeilles, il y a des oiseaux. C'est vraiment une exploitation qui est très naturelle. On a décidé dès le départ d'éviter toute chimie, les pesticides, les herbicides. Donc tout est fait à la main. On récolte à la main, on taille à la main, donc c'est beaucoup plus de boulot. Mais c'est important pour nous d'être dans une nature absolue et de la respecter parce qu'on fait partie des gens qui pensent qu'on ne cultive pas la terre, mais que c'est la terre qui nous cultive. Donc il faut lui rendre un peu ce qu'elle nous donne. Et puis on essaye de faire en sorte qu'on ne fasse aucun compromis sur la qualité. Donc les arbres sont vraiment laissés de manière très naturelle et si on a peu de récoltes parce que c'est ce qu'ils nous donnent, on va vivre avec et on fera aucun compromis sur la qualité absolue des produits. Ce qui rend le travail passionnant parce qu'il faut arriver à trouver des façons de faire qui soient les plus naturelles possibles. Travailler en permaculture, on plante des buissons qui attirent les prédateurs des mouches de l'olivier. On va avoir plein de lavande parce que ce sont des odeurs qui vont éviter à certains insectes de s'installer. On va travailler peut-être aussi en plantant des figuiers qui ont une odeur et un sucre particulier qui vont repousser certains de nos ennemis à nous, oléiculteurs. Et c'est vrai qu'à découvrir ça petit à petit et l'apprendre avec les anciens du village, avec des jeunes agriculteurs, c'est passionnant quand c'est pas ton métier au départ, quoi. Les olives, à quel moment est-ce qu'elles arrivent sur les arbres? Alors les olives, elles vont arriver bientôt. On va peut-être se rapprocher un peu et je te montre. Là, ce qu'on voit sont des petites fleurs d'olivier. Ok. Elles ne sont pas encore écloses. Ouais. Elles vont éclore dans les semaines qui viennent. Et si ces fleurs se développent bien après la floraison, qui va durer une quinzaine de jours, chaque petite fleur ou presque sera une bébé olive. Ces bébés olives vont se développer pendant l'été et vont être prêtes à être récoltées aux alentours de la mi-octobre. Nous, on va récolter plutôt très tôt en saison pour avoir des olives vertes et des huiles qui vont être assez fleuries, assez fruitées et assez ardentes. Donc, il nous faut un petit peu de piquant, un petit peu de poivre, beaucoup de fruits, un peu d'amertume. Et donc, on va les récolter plutôt en début de saison aussi pour pouvoir avoir une acidité très faible et des qualités organoleptiques les meilleures possibles. Le climat à Majorque qui favorise pas mal la pousse des oliviers. Mais effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est quand on lit les auteurs anciens, surtout de la Rome antique, des gens comme Lucullus, on s'aperçoit que l'olive de Majorca était déjà très prisée
par les Romains de la Rome antique. Donc c'est vrai que c'est une tradition millénaire ici, et c'est vrai que ce sont des arbres et c'est une culture qui a toujours existé. Aujourd'hui, le climat change, et nous on s'en rend compte avec le réchauffement climatique, mais on a quand même un terroir qui est le fait d'être très méditerranéen, on a une très grande influence de la mer autour de nous, de l'air marin, on a des terroirs qui sont très particuliers. Cette chaîne de la Tramontana, qui est une montagne préservée par l'UNESCO, nous protège aussi de beaucoup de choses mauvaises. Et puis, cette tradition aussi dans l'île d'avoir souvent cultivé de manière assez naturelle. Donc, ce qui fait que nous, on travaille avec des terres qui sont très très propres et on fait en sorte de ne pas les salir. Et puis, le fait est que on a un terroir, on a un climat qui est très favorable à la culture de l'olivier. Qu'une fois que ces petites olives sont sorties et qu'elles sont prêtes, parce que là on tremble, parce que c'est vrai que il y a un peu ça aussi, c'est qu'on travaille toute l'année pour le jour où on va récolter, c'est vraiment le moment où une fois que les olives sont emmenées au moulin, on est un peu soulagé. Donc on va récolter très vite. Et on va emmener ces olives très très vite au moulin pour être pressées. Et pourquoi on les emmène très vite? C'est pour éviter que l'acidité monte dans l'olive et qu'elle s'oxyde. Okay. Donc une fois qu'elles sont arrivées au moulin, c'est un process qui est assez simple mais qui demande pas mal de machines. Elles sont d'abord lavées 2 fois dans des bains d'eau d'autres sources de la montagne. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça continue à garder ce côté très naturel et très local. Et puis ensuite elles sont soufflées pour retirer l'humidité, puis broyées dans un énorme robot, un peu comme ce qu'on a dans nos cuisines, mais sous stéroïdes, un truc énorme qui va broyer les peaux, les noyaux, tout ensemble. Ça va créer une pâte. Et cette pâte ne verra plus jamais ni la lumière ni l'air. Elle va être malaxée pendant une petite heure dans une sorte de vis sans fin à température constante, à froid. C'est pour ça que l'huile d'olive extra vierge, c'est par des moyens mécaniques et pressée à froid, qu'elle va être malaxée à moins de 24 degrés pendant 1 heure, et cette pâte va commencer à créer un petit peu d'huile d'olive. Cette pâte est ensuite centrifugée pour séparer les matières dures, l'eau et l'huile d'olive, et ensuite envoyée dans nos cuves au moulin qui, là, elle va attendre et elle va décanter naturellement pour éliminer le reste des sédiments et des impuretés. À partir de là, on va définir si on va les mettre en bouteille de manière monovariétale, donc une seule variété, ou si on va faire un coupage, c'est-à-dire mélanger plusieurs variétés pour retrouver peut-être une certaine complexité et puis certaines émotions que l'on peut obtenir en mélangeant certaines variétés. C'est ce qu'on définit une huile d'olive extra vierge d'une vierge, il y a une différence? Extra vierge, ça va dépendre de certains critères. La première chose, c'est qu'il faut qu'effectivement ce soit pressé à froid par des moyens mécaniques. Ce ne soit pas séparé, on ne sépare pas les matières dures, l'huile et l'eau avec de la chimie, et on ne chauffe pas la pâte. Si on chauffait la pâte, on en extrairait plus d'huile, mais on perdrait les qualités organoleptiques. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut une acidité qui soit inférieure à 0,8. Et nous, on est plutôt, cette année, aux alentours de 0,14. Donc on a des acidités extrêmement faibles. Il faut un degré d'humidité dans l'huile qui soit contrôlé, les impuretés, tout un tas de critères. Et avant qu'on ait le droit de mettre en bouteille ou de faire nos assemblages et de mettre en bouteille, il faut que nos échantillons passent par un laboratoire indépendant qui va nous délivrer un certificat d'extra vierge et l'autorisation d'embouteiller. Donc tu vois Léa, on parlait de comment on cultive les oliviers et je voulais juste te montrer cette forme-là. Cette forme-là, elle n'est pas du tout naturelle. Un arbre dans la nature, il va faire un tronc, va mettre plein de branches, il va mettre le plus de feuilles en haut possible pour pouvoir avoir la pluie, le soleil et pouvoir grandir. Et surtout pas grandir à l'ombre de ses voisins. Nous, on a quand même besoin de tailler les oliviers d'une manière très particulière pour une raison qui est plus une raison de santé de l'arbre que de récolte. En fait, on taille ces oliviers de cette manière-là, et quand on peut le voir, là, le tronc s'est arrêté ici, on a coupé le tronc au-dessus d'une sélection de branches bien réparties. On a coupé le tronc quand les arbres avaient 2-3 ans après avoir été plantés, et l'arbre va se développer dans ses branches. Et on va entretenir cette forme de couronne avec un immense trou ici, de manière à ce qu'il y ait toujours chaque surface de l'arbre qui soit touchée par le soleil, la lumière et le vent, de manière à ce que l'arbre sèche naturellement en hiver. Ici, on a beaucoup d'humidité l'hiver, et l'humidité, c'est sympa parce que ça donne de l'eau à la nature, mais ça crée aussi une petite moisissure qui s'appelle l'œil de Pan en français, répilon en espagnol, et cette moisissure va s'installer dans les branches et va faire tomber les feuilles. Pas très gênant, l'arbre peut survivre, mais si les petites feuilles de cette année tombent, j'aurai pas d'olive l'année prochaine. Donc pour protéger et éviter que cette moisissure s'installe, on va tous les ans sans exception tailler les intérieurs
de manière à avoir cette forme en couronne qui est hyper agréable, parce que quand tu montes dedans et que tu t'installes, c'est comme si on t'enveloppait dans des bras accueillants. Donc, ce que je vais faire, Léa, c'est que je vais te montrer 2-3 photos pour te montrer qu'on parlait de la récolte, on parlait des olives, etc. Et là, on a mis quelques photos où c'est des vieux souvenirs avec les filets et une fille d'une copine. Là, tu vois, c'est les filets, on met les filets sur le sol. Puis on parlait des olives et de la couleur des olives quand on récolte. Ah oui. Tu vois, elles sont très vertes, en fait. Elles sont encore très, très vertes. Et ça, c'est vraiment important pour arriver à faire des produits qui aient le plus d'âme possible, le plus d'intensité possible. Et finalement, là, on retrouve tous vos produits. Voilà, ça c'est notre gamme avec au départ les huiles et plusieurs variétés d'huiles, de différentes variétés des arbres, différentes façons de les accommoder, avec des grandes bouteilles, des petites bouteilles, et puis toutes nos amandes qu'on a commencé à travailler de manière très naturelle avec juste des amandes torréfiées au naturel. Et puis finalement, en faisant un peu les jeux trouve-tout dans la cuisine, on a commencé à les aromatiser, citron, chocolat, des amandes pour l'apéritif. Et puis ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on prend nos 2 matières premières qui sont vraiment les olives et les amandes et on en fait plein de produits annexes. Donc on a commencé à faire des purées d'amandes caramel salé. Oh là là. On goûtera tout à l'heure. Volontiers. On a pas mal de fruitiers aussi, des orangers, des citronniers, donc on fait des confitures, des marmelades. On va aussi nous prendre nos olives et en faire des tapenades végétales. Et je vois que vous avez aussi du sel. C'est très drôle parce qu'on est justement allé visiter les salines d'Estrenc. C'est des salines qui sont très anciennes, je pense qu'ils vous ont expliqué tout ça. Et là, nous, on va l'aromatiser avec tout ce qui pousse à la maison, des olives séchées pour le barbecue, des sels citron, orange et toutes les herbes aromatiques qui poussent au pied des oliviers. Merci beaucoup Loïs de nous avoir fait découvrir Casa Limbella. Nous, on a le programme qui continue. On retourne en cuisine retrouver notre chef. Allez, de retour une dernière fois en cuisine, on attaque la sauce. Parfait. Alors, pour faire la sauce, on va prendre l'huile d'olive. On va y ajouter le cerfeuil haché. Voilà. Les zestes de citron. Hop. Les pignons de pin torréfiés. Voilà. Commence à prendre forme. Du sel. Et je vais presser un petit peu de jus de citron. Voilà, il faut quand même qu'il y en ait un peu. Ce que je vais faire, c'est que je récupère aussi les raisins secs. Est-ce que tu peux me les faire passer, s'il te plaît? Hop, merci. Les raisins secs qui ont maintenant gonflé. Voilà. J'ai ajouté un petit peu du vin blanc pour donner de l'assaisonnement. Voilà. On est généreux. Et je vais mettre un petit peu d'ail, très peu, histoire de donner un peu de force à la sauce. On mélange et on est prêt pour le dressage. Donc je vais disposer une crème d'épinards dans le fond de l'assiette. Hop, la tombée d'épinards dans le centre. Nous allons récupérer hop, notre morue. On va le disposer dessus. Et voilà, je vous avais dit que c'était simple. On va prendre la vierge et on va disposer délicatement sur la bacalao. Voilà. Donc là, le plat est prêt. Et après, je rajouterai un petit peu de sauce pour rendre la chose gourmande. Merci chef pour cette belle recette. Maintenant, je crois que c'est le moment préféré, la dégustation avec Mélissa et François. À bientôt. Avec plaisir. Quel beau moyen de terminer cette émission ici à Majorque. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission. Merci Mélissa, merci François. Merci Léa. Et si vous aussi vous voulez découvrir Majorque et tous ses secrets culinaires, n'hésitez pas à contacter Bûchard Voyage. À bientôt.